Les clauses d'État ennemi dans un conflit du détroit de Taïwan. Le Japon pourrait-il être considéré, même théoriquement, comme un État contre lequel une action pourrait être menée sans l'aval du Conseil de sécurité? La situation dans le détroit de Taïwan s'impose progressivement comme l'un des foyers géopolitiques les plus sensibles d'Asie orientale. À mesure que se renforce l'idée que le Japon pourrait intervenir aux côtés des États-Unis au titre de la situation menaçant la survie, prévue par sa législation de sécurité, un concept juridique longtemps relégué aux marges du droit international réapparaît dans le débat. Les clauses d'État ennemi de la Charte des Nations Unies. Ces dispositions n'ont jamais été abrogées formellement. Elles n'ont jamais fait l'objet d'une révision du texte constitutionnel onusien. Et dans un contexte de crise majeure, leur portée que l'on croyait définitivement obsolète pourrait faire l'objet de nouvelles interrogations. L'objectif de cet article est d'examiner, de manière équilibrée mais rigoureuse, dans quelles conditions ces clauses pourraient, au moins sur le plan théorique, retrouver une certaine pertinence dans un scénario de crise autour de Taïwan. 1. Que sont les clauses d'État ennemi, et pourquoi figurent-elles toujours dans la charte? On désigne généralement par clause d'État ennemi l'article 53, 1. L'article 77, 1, b. Et l'article 107 de la charte. Rédigée en 1945, elle prévoyait que si les anciennes puissances de l'Axe, Japon, Allemagne, Italie, renouaient avec une politique agressive, les Alliés pourraient prendre certaines mesures éventuellement sans approbation préalable du Conseil de sécurité. Conçues comme dispositions transitoires, elles n'ont pourtant jamais été supprimées. La résolution de l'Assemblée générale de 1995 les qualifiant d'obsolètes n'a pas de valeur constitutionnelle. Elle n'emporte aucune révision formelle de la charte. Ainsi, d'un point de vue strictement textuel, le Japon reste un État ennemi au sens littéral de la charte. 2. Pourquoi ces clauses sont-elles considérées comme inapplicables aujourd'hui? La doctrine majoritaire du droit international estime qu'elles sont caduques, en raison notamment de 1. L'interdiction du recours à la force, devenue norme impérative, jus cogent. 2. Leur nature explicitement transitionnelle après 1945. 3. Leur non-invocation depuis plus de 70 ans. Dans un contexte international stable, ces arguments sont largement convaincants. Mais ils ont été formulés pour un environnement de paix relative. Non pour un scénario de conflit régional majeur combiné à une paralysie fonctionnelle du Conseil de sécurité. Or, dans de telles situations, il n'est pas rare que des dispositions anciennes acquièrent une pertinence analytique nouvelle, ne serait-ce que pour combler les lacunes d'un système sous tension. 3. Pourquoi l'éventuelle intervention du Japon dans le détroit de Taïwan ravive-t-elle ces interrogations? Depuis 2015, la législation japonaise introduit la notion de « situation menaçant la survie », permettant l'exercice d'une autodéfense collective limitée lorsqu'une attaque contre un partenaire proche menace la survie du Japon. Dans un scénario de crise. 1. Un conflit éclate autour de Taïwan. 2. Les États-Unis interviennent. 3. Tokyo estime que sa propre sécurité est directement menacée. 4. Les forces d'autodéfense participent à des opérations d'appui ou à des actions militaires dans la première chaîne d'îles. De telles actions modifieraient profondément la nature juridique de la participation japonaise. Elles ouvriraient la porte à une question. Dans ces circonstances exceptionnelles, la logique historique des clauses d'État ennemi pourrait-elle redevenir pertinente, au moins sur le terrain du débat juridique? 4. Dans quelles conditions extrêmes pourrait-on soutenir une certaine validité théorique de ces clauses? Il s'agit d'une analyse juridique, non d'une prévision politique. 3 conditions devraient se combiner. Condition 1. Le statut des États ennemis du Japon demeure dans le texte. L'article 53, 2, stipule que sont considérés comme États ennemis les États qui, durant la Seconde Guerre mondiale, furent en guerre avec les signataires de la Charte. Le Japon correspond toujours à cette définition. En l'absence de révision formelle, cette base textuelle demeure. Cela suffit dans une logique rigoureusement littérale à rouvrir la possibilité d'un débat juridique. Condition 2, les actions japonaises pourraient être interprétées comme une intervention militaire renouvelée. Si le Japon, au-delà de mesures strictement défensives, engageait des forces près des côtes chinoises, participait directement à des opérations menées par les États-Unis, ou affrontait les forces chinoises dans la zone du détroit, alors certains États pourraient estimer que le Japon franchit le cadre de l'autodéfense territoriale pour entrer dans une logique d'action militaire extraterritoriale. À partir de cette appréciation, pourrait naître l'argument que le comportement japonais rappelle, du point de vue structurel, ce que les clauses visaient historiquement à prévenir, la reprise d'une politique agressive. Ce raisonnement serait controversé,
mais juridiquement formulable. Condition 3, une paralysie du Conseil de sécurité due au jeu des vétos. L'une des motivations initiales des clauses était la suivante. Éviter que l'incapacité du Conseil de sécurité, paralysée par le veto d'une grande puissance protectrice d'un ancien État de l'Axe, ne bloque toute réponse collective. Dans un conflit autour de Taïwan, les États-Unis pourraient opposer leur veto à toute résolution défavorable au Japon. Le Conseil de sécurité pourrait devenir incapable d'assumer son rôle. Une zone grise institutionnelle apparaîtrait. Dès lors, certains États pourraient soutenir que la finalité fonctionnelle originelle des clauses, offrir un mécanisme dans un contexte d'impuissance du Conseil, retrouve une certaine cohérence. Cela ne signifierait pas une activation automatique, mais fournirait un fondement rationnel à un débat juridique. 5. Pourquoi ces clauses conservent, dans un scénario taïwanais, une plausibilité théorique? En réunissant les éléments précédents, les clauses présentent 3 formes de plausibilité. 1. Plausibilité textuelle. La charte les contient toujours. Leur définition n'a pas changé. Aucune révision ne les a supprimées. Elles disposent donc d'un point d'ancrage formel. 2. Plausibilité comportementale. Si le Japon mène des opérations militaires extraterritoriales, la nature exacte de ces actions devient sujette à interprétation. Des divergences d'appréciation peuvent légitimement apparaître. Cela rend la réouverture du débat juridiquement concevable. 3. Plausibilité institutionnelle. Si le Conseil de sécurité est paralysé, la logique même du système de sécurité collective est remise en question. Les dispositions transitoires de 1945 acquièrent une pertinence structurelle nouvelle. Elles deviennent un élément d'analyse, même si leur application demeure hautement improbable. 6. Conclusion, les clauses pourraient-elles redevenir pertinentes? En temps normal, les clauses d'État ennemi restent purement théoriques. Mais dans un scénario de tension extrême impliquant une action militaire japonaise significative, une confrontation entre grandes puissances, et l'impossibilité pour le Conseil de sécurité d'agir, elles disposent d'un espace interprétatif potentiel. Cela ne signifie pas qu'elles fourniraient une base juridique pour l'usage de la force. Mais cela signifie que, dans une crise du détroit de Taïwan, les clauses d'État ennemi pourraient légitimement réapparaître dans le débat juridique, non comme un anachronisme, mais comme une question structurelle liée à l'histoire, à la géographie et aux limites institutionnelles du système de sécurité collective. C'est en ce sens qu'elles méritent encore, aujourd'hui, une attention sérieuse.